Salut à toutes et à tous, c'est Antoine le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler d'économie et de physique. Vous savez que selon moi, l'économie est de la physique, une branche de la physique. Et je voulais donc faire une analogie entre la loi de Gresham, qui consiste à dire que la mauvaise monnaie chasse la bonne, de faire une analogie entre cette loi de Gresham et le phénomène physique de runaway, qui consiste à dire que les masses négatives chassent les masses positives. Okay. Alors, donc nous allons faire une analogie entre ce qui va se passer sur l'or, probablement dans les mois et les années qui viennent, et ce qui se passe dans les galaxies dites à œil, c'est-à-dire que vous avez une belle corolle, et au milieu vous avez une masse énorme qui forme une sorte de nodule, de gros centre massif, et donc vous avez cette corolle avec une masse importante au milieu, et donc ça forme un peu un œil, quoi. On appelle ça une galaxie à œil. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les galaxies à œil? Si vous voulez, la masse négative, qu'on appelle aujourd'hui masse noire, mais il est plus masse sombre ou grise, enfin peu importe, il est plus intéressant de la qualifier de masse négative. Cette masse négative va expliquer le fait que, et c'est Jean-Pierre Petit qui explique ça très bien, que finalement, vous savez, on nous dit qu'il manque de la masse aujourd'hui dans l'univers pour que finalement l'univers soit tel qu'on l'observe aujourd'hui, qu'il y ait des galaxies, etc., que tout ça se tienne, ne se disloque pas, étant donné que l'univers s'épanche, s'étend, grossit, se dilate. Eh bien normalement on devrait, selon la théorie actuelle, se dire que il y a trop peu de masse pour que, vu cette dilatation de l'univers, cette masse ne se disloque pas. Voilà. Et donc on cherche cette masse noire, etc., qu'on n'arrive pas du tout à trouver. Et donc il me semble que Jean-Pierre Petit a proposé une meilleure explication qui apporte un volet qualitatif à la masse, c'est-à-dire, il dit, oui, en effet, s'il n'y avait pas de masse négative, il y aurait trop peu de masse positive pour qu'on constate ce qu'on constate aujourd'hui. Sauf qu'il existe des masses négatives, et les masses donc sont dynamiques. Elles ont une qualité qui est positive ou négative, et elles sont dynamiques. Et donc, les masses négatives, en gros, ce qui est noir dans l'univers, hein, je vais résumer, mais voilà, ce qu'on ne voit pas, a un phénomène runaway, c'est-à-dire qu'il va pousser, chasser, comprimer les masses positives entre elles. Et donc c'est ce qui va créer cet aspect lacunaire, discret de l'univers, avec ces galaxies extrêmement comprimées, avec d'énormes espaces vides entre elles. Et bien ces espaces vides, c'est ce qu'on appelle aussi en physique le Great Repeller, c'est-à-dire le grand repoussoir. Et ces espaces vides en fait sont dynamiques, ils ne sont pas inertes, et donc ils poussent la matière positive pour former des galaxies. Alors, ce qui est intéressant avec les galaxies à œil, vous allez voir où je vais en venir, c'est que ces galaxies à œil, ce sont des phénomènes limites, des phénomènes presque excessifs, des cas d'école finalement, de déformation des galaxies plus classiques qu'on constate plus classiquement, parce que vous allez avoir finalement, à un moment donné, pour des raisons qui pour l'instant on ne connaît pas, mais a priori peut-être des rencontres de différents courants d'énergie, de masse négative, pardon, entre elles, qui vont d'un coup créer localement vraiment un excès de compression de masse négative vis-à-vis des masses positives. Et donc vous allez avoir ces espèces d'œil, de centre de l'œil de galaxie à eux qui va être hyper comprimé de façon excessive et tellement rapide que finalement vous allez avoir cette corolle de masse positive qui va rester un petit peu sur place et qui finalement représente finalement des masses positives trop peu positives et qui ont été finalement laissées de côté par cette espèce de tsunami de masse négative qui sera venu comprimer par contre le centre de la galaxie. Donc vous allez avoir une formation d'un œil avec une masse positive excessive qui va former une sorte d'exponentielle en son centre. Voilà. Eh bien, la même chose se passe et va se passer selon la loi de Gresham, cette fois-ci en économie, par rapport aux masses monétaires négatives et aux masses monétaires positives. Les masses monétaires, ce que j'appelle masse monétaire négative, c'est quand le taux réel est négatif. Le taux réel d'une monnaie est négatif. Et par contre, la monnaie positive ou les masses monétaires positives, c'est quand les taux réels sont positifs. Alors, le taux réel, c'est quoi? C'est le taux nominal
hein, qui est fixé aujourd'hui par la Fed, notamment les banques centrales, moins l'inflation. Ok ? Et donc, dans ce cas-là, vous avez le taux réel. En gros, quand votre taux réel est négatif, votre monnaie perd de la valeur. Quand votre taux réel est positif, votre monnaie gagne en valeur. Alors, exemple. Vous prenez aujourd'hui les États-Unis. Les États-Unis ont plus de 10% d'inflation aujourd'hui et ils ont un taux Fed, un taux directeur Fed de à peu près 1% à ce jour. Donc le taux nominal ici, c'est le taux Fed de 1% et l'inflation c'est 10%. Si vous faites 1 moins 10, eh bien vous avez moins 9. Donc aujourd'hui, je schématise parce que évidemment le taux Fed c'est un taux interbancaire que vous expliquez avec une maturité extrêmement courte. C'est de la monnaie qui circule très vite et comment dire, qui se renouvelle très rapidement. Mais si on suit la courbe des taux, à 1 an vous avez un taux qui est évidemment supérieur à 1%, à 3 ans vous avez un taux qui est encore supérieur, à 10 ans vous avez un taux de 2, de 5% et à 30 ans vous avez un taux de 3%. Voilà, vous avez cette courbe de taux qui augmente un peu comme une logarithmique inversée, quoi. Voilà. Une logarithme, pardon. Donc, bref, mais pour rester simple, prenons le taux directeur. Donc ce taux directeur est de 1%, l'inflation est de 10%, 1 moins 10, moins 9. Donc aujourd'hui, la monnaie américaine, son taux réel est de moins 9. Donc c'est une monnaie qui se dévalue. Qui se dévalue par rapport aux actifs physiques, à l'or notamment. Et ça, c'est la valeur, c'est le fondamental de la monnaie américaine. Admettons que demain vous ayez un nouveau Volcker qui arrive comme président comme directeur général de la Fed aux États-Unis et qui dit attention, l'inflation est beaucoup trop élevée, il faut arrêter tout ça, il faut la juguler et donc nous allons positionner un taux Fed de 15% pour juguler l'inflation. Dans ce cas-là, vous aurez un taux réel qui sera de 15 moins 10, c'est-à-dire de 5%. Donc vous aurez un taux réel positif, donc la monnaie américaine s'apprécierait de 5%. Voilà. Ok ? Alors dans ces conditions, aujourd'hui, je reviens donc dans le contexte de taux réel négatif, très fortement négatif aux États-Unis. Eh bien, dans ces conditions, la seule monnaie positive qui subsiste, c'est l'or. C'est l'or. Quelques monnaies extrêmement parcellaires aujourd'hui, peut-être la couronne norvégienne. Vous avez vu que même le franc suisse se dévaluait par rapport au dollar. Peu importe, restons sur l'or. L'or est une monnaie de tout temps et qui le restera et qui a une valeur positive, surtout quand les valeurs fiduciaires, elles, de monnaie fiduciaire, sont négatives. Bon. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Finalement, vous avez un phénomène runaway en monnaie qui se crée, donc c'est la loi de Gresham, qui est que la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire que le dollar chasse l'or. C'est-à-dire que la monnaie négative, qui est le dollar, crée une concentration des stocks d'or, qui est la monnaie positive, qui est toujours plus importante et accélérée. Et vous aurez donc un phénomène d'exponentiel sur l'inflation. L'inflation va commencer à s'emballer parce qu'aujourd'hui on ne fait rien contre l'inflation, quasiment rien. En plus on touche très peu aux taux directeurs qui sont le principal levier contre l'inflation. Et en plus de ça, on continue à s'endetter, à créer des dépenses publiques, etc. etc. Donc on a finalement une sorte de cercle vicieux, une fuite en avant qui se crée. Et vous avez donc cette monnaie négative qui devient toujours plus négative. Un peu comme dans nos galaxies, où la masse négative venait comprimer de façon trop rapide et trop excessive la masse positive pour créer des galaxies atypiques, type galaxie à œil. Eh bien, c'est la même chose qui est en train de se passer, même si on n'est qu'au début de l'exponentielle. Donc, les débuts d'exponentielle, c'est pas très visible, c'est pas très catastrophique, c'est pas très dramatique, je dirais. Mais c'est bien ce qui est en train de se passer, en toute logique. L'inflation est en train de s'emballer, et donc vous avez des taux réels qui sont en train de devenir de plus en plus négatifs, et de s'emballer vers le négatif. À côté de ça, l'or, ça ne bouge pas. L'or, c'est l'or. L'or, d'un bout à l'autre de l'univers, il a les mêmes propriétés, il a les mêmes qualités, inaltérable, etc. Bref, c'est une parfaite monnaie, presque une parfaite monnaie. En tout cas, elle sera parfaite quand elle sera additionnée avec une blockchain qui permettra de le fractionner. Bref, je ferai peut-être une vidéo là-dessus prochainement. Eh bien, donc cette monnaie, ce dollar qui est de plus en plus négatif, vient compresser l'or
de telle façon que bientôt vous aurez une exponentielle sur l'or, c'est-à-dire que vous allez avoir une course aux achats d'or qui va être très rapide et très exponentielle, et donc vous allez avoir une sorte de galaxie, une galaxie à œil doré, finalement, dans toutes nos économies qui sont mal gérées et très inflationnistes, qui va se créer. Voilà. Alors, ça c'est la théorie, mais je dirais que, alors on pourrait se dire, dans ce cas-là, ok, vu ce que tu expliques, on a finalement une sorte de catastrophe, voilà, qui arrive avec une exponentielle, une concentration des stocks d'or, etc. Et quand on aura cette situation, eh bien, la seule chose qui sera possible de faire pour les économies qui connaîtront ce type de problème d'hyperinflation et donc de surconcentration des actifs sur l'or, l'argent, le pétrole, etc., eh bien, ce sera de monter fortement les taux d'intérêt. Dans ce cas, de faire diminuer la valeur des masses négatives, c'est-à-dire de les faire rapprocher de zéro. Et dans ce cas-là, vous aurez une décompression assez rapide aussi, en contre-coup, de la galaxie. Et donc vous aurez une sorte de dislocation de l'intérieur vers l'extérieur de la galaxie. La galaxie à eux va se fractionner, elle va complètement s'autodétruire, quoi, en fait. Voilà. Et donc vous avez deux excès qui finissent par créer une situation vraiment non optimale, qui va créer beaucoup de remous, beaucoup de volatilité et beaucoup de problèmes, en fait. Parce que évidemment cette seule volatilité, cette seule exponentielle sur les situations, que ce soit au moment où on crée la galaxie à œil ou le moment où elle se disloque, on retrouve un équilibre entre les deux, et évidemment entre le moment avant la galaxie à œil et après la galaxie à l'œil, on a finalement la même situation, plus ou moins homogène, mais entre les deux, on a eu vraiment une catastrophe, quoi. Et bien, c'est ça qui se crée. Alors, c'est la raison pour laquelle, en théorie, je dirais qu'il faut que la monnaie soit nulle. Vous savez, en physique, toutes ces valeurs de masse négative ou de masse positive, c'est quelque chose qui bouge très peu. Je veux dire, c'est extrêmement stable, et ce qui permet d'avoir un univers globalement extrêmement stable. Quand on le regarde, c'est extrêmement figé, extrêmement fixe. On peut aller voir des étoiles à des dizaines, des centaines d'années-lumière. Et tout ça, on peut le faire parce que justement, c'est extrêmement lacunaire et stable. Eh bien, en économie, il est bon d'avoir à peu près la même chose. C'est-à-dire, même si évidemment la stabilité absolue n'est pas possible, physiquement possible, mais quand même de viser, de faire en sorte que le système optimal soit le plus stable possible, pour permettre justement d'avoir une utilisation optimale de toutes les ressources. Eh bien, la bonne monnaie, c'est la monnaie évidemment qui n'est pas négative, parce qu'on vient de voir les problèmes que ça provoque, mais en contrepartie, on pourrait se dire, la bonne monnaie, c'est peut-être la monnaie qui est positive, c'est-à-dire là où le taux réel est positif. Eh bien non, parce que du coup, ça exerce une contrainte trop importante sur tous ceux qui veulent investir, donc emprunter. Ils vont emprunter trop cher. Donc il faut que la monnaie, le taux d'intérêt soit nul, c'est-à-dire que le taux nominal soit égal à l'inflation. Si vous avez, je ne sais pas, 1% d'inflation, eh bien, il faut que votre taux directeur soit de 0,75%. Parce qu'avec la courbe des taux, vous aurez, à 1 an, vous emprunterez à 1%, à 3 ans, vous emprunterez à 1,5%, à 10 ans, vous emprunterez à 2%, etc. Donc, globalement, vous aurez des taux, je dirais, nominaux de 1%, 1% et quelques, avec une inflation de 1%, 1% et quelques. Donc, vous aurez, un taux réel qui sera nul. Eh bien, le taux réel qui est nul, c'est une très bonne chose parce que, justement, vous n'avez pas de création monétaire excessive, donc vous ne perdez pas, vous n'infligez pas de dégâts excessifs à l'épargnant, et puis vous n'avez pas non plus de taux réel trop positif, ce qui infligerait aussi des dégâts aux investisseurs, voilà, et à ceux qui entreprennent. C'est un peu comme, si vous voulez, la composition de l'air que l'on respire. Il est très bon d'avoir un rapport assez stable entre l'oxygène, le dioxygène, etc., le dioxyde de carbone que l'on respire. Voilà, il vaut mieux que la composition de notre air soit assez stable. Alors elle peut varier évidemment, quand vous allez en altitude, la portion d'oxygène diminue, mais vous voyez bien que quand vous allez en altitude, quand vous changez de qualité d'air, je dirais, de composition de l'air, eh bien vos performances sont dégradées. Vous n'êtes plus dans un système optimal. Eh bien c'est la même chose avec la monnaie. Il faut que la monnaie, c'est un peu comme l'air que l'économie respire. Il faut qu'elle soit stable. C'est un étalon de valeur qui doit être stable parce que, c'est un outil
en même temps un étalon de valeur. Et donc c'est un peu une matière première essentielle de l'économie, comme l'air que nous respirons. Il faut que ce soit stable pour qu'on puisse optimiser les performances. Voilà, petit point donc économique et physique. Loi Gresham et phénomène runaway en physique, à mon avis, sont extrêmement liés. Et je pense que, alors, si on ne voit pas l'exponentielle sur l'or en 2022, on la verra sûrement en 2023 parce qu'on est franchement assez proche du point de rupture au moment où on commence à avoir des doutes sur la qualité des prévisions de la Fed, sur la crédibilité de la Fed. Vous voyez des articles sur la crédibilité de la Fed aujourd'hui. Ça commence tout juste. Donc on est début de l'exponentielle. Peut-être qu'on ne verra pas cette exponentielle, enfin je dirais cette accélération de la dérivée dès 2022. Peut-être ce sera en 2023 parce que là on est vraiment sur le cœur du cœur de nos économies, sur la crédibilité, la confiance de nos institutions par rapport à la monnaie. C'est vraiment le cœur de nos économies. Et ça, évidemment, voilà, ça se dégrade petit à petit et il faut vraiment arriver à une situation limite pour que une majorité, en tout cas une grosse minorité, commence à se dire voilà, il n'y a plus de crédibilité, il faut vraiment qu'on fuit le système, qu'on aille se réfugier dans les actifs immuables tels que l'or, l'argent, etc. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.